Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter 11e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Hello Asso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 11e épisode du Comex. Selon un sondage IFOP paru en avril 2023, près de 35% des Français adhéraient à une théorie du complot. Malgré le succès de son dernier album L'Attaque des clones, permettez-moi néanmoins de douter que ces mêmes 35% soient tous des fans du rappeur Freeze Corleone, complotiste reconnu et assumé du rap game français. Mais alors, qui sont ces 35% ? Dans une autre étude réalisée par Ipsos cette fois-ci en 2021, en partenariat avec la Ligue de football et le syndicat Première Ligue, 35% des Français déclarent suivre systématiquement ou presque les compétitions de football. Pourrait-on donc établir une corrélation entre le complotisme et le football ? La réponse à cette question plus que capillotractée est évidemment non, mais elle me permet d'introduire notre sujet du jour. La grande histoire du football reflète-t-elle la réalité ? Pour tenter de répondre à cette question, laissez-moi enfiler mon costume de Stéphane Bern et intéressons-nous à cette science humaine qu'est l'histoire. L'historien Marc Bloch donnait la définition de l'histoire suivante. L'histoire a pour but de comprendre et faire comprendre, non pas de proclamer la vérité, mais de proposer des faits établis à partir des règles de la critique historique, en sachant que les interprétations sont subjectives. L'histoire n'est pas une science tout à fait exacte, cela implique beaucoup de modestie, mais aussi beaucoup de rigueur. Une définition qui laisse donc présager qu'il existerait plusieurs histoires dans la grande histoire du football. Mais alors, comment savoir où se situe réellement la vérité ? Bon, je laisserai évidemment Thibaut nous détailler le concept philosophique de vérité, car il le fera bien mieux que moi. Et je m'arrêterai plutôt sur le concept de post-vérité, théorisé par Ralph Keyes au début des années 2000. La post-vérité décrit une situation dans laquelle il est donné plus d'importance aux émotions et aux opinions qu'à la réalité des faits. Un concept qui a été beaucoup utilisé dans le monde politique ces dernières années, notamment chez les candidats populistes, comme Donald Trump ou Nigel Farage. Mais aussi dans le monde du football, comme l'an passé avec la terrible gestion sécuritaire de la finale de la Ligue des Champions par le gouvernement français, qui avait là aussi tenu un discours différent de la réalité des faits. La post-vérité n'est pas sans rappeler l'une des excellentes recommandations faites par JB dans ce podcast il y a quelques semaines, dans le livre de David Colomb sur la guerre de l'information, qui rappelle à quel point cette dernière dicte aujourd'hui une grande partie des enjeux de pouvoir de notre société. Un concept là aussi accentué par les médias sportifs, dont la nature réside aujourd'hui en partie dans le sensationnalisme et la glorification des champions, deux notions qui permettent de vendre. Tant d'éléments qui poussent les acteurs du football, qu'ils soient joueurs, clubs, médias ou instances dirigeantes, à écrire une vérité qui diffère de la réalité dans le but de répondre à divers intérêts économiques ou politiques. Il est donc légitimement possible de re-questionner certains de ces éléments de notre imaginaire collectif que l'on pensait pourtant jusqu'ici acquis. Par exemple, la Coupe d'Europe a-t-elle réellement été inventée par les Français et par Gabriel Hanno ? Ricardo Quaresma a-t-il véritablement été un grand joueur de foot comme ses compiles YouTube le laissent penser ? Ou bien que s'est-il réellement passé dans la salle des fêtes de Saint-Quentin en 1998 entre le jeune David et la petite Salomé ? Le football, une histoire d'un détail, c'est le 11e épisode du Comex et c'est maintenant que ça se passe. Toujours la même équipe évidemment pour m'accompagner. Après nous avoir baratiné pendant plus d'un an avec le Régis Balls, il s'est trouvé une autre passion, le Stonewiseismo. Comment ça va Thibaut ? Ouais, ça me fait de la peine pour Lorient et le Brice. Non pas qu'il ait un mauvais résultat, mais mon infidélité me fait de la peine pour. Ah, d'accord. Non. Alors, en tout cas, en termes de résultats, c'est vrai que t'es pas mal. T'as le. Là, j'avais quasiment 2 relégables, là, ouais. Ouais. C'est pas mal, ouais. Mais en termes de palmarès, par contre, t'as la fameuse photo de Pierre Sage qui est en train de lire ton bouquin. Oui, extrêmement clair. Ouais. Non, ça, mais maintenant, ce que j'aime bien, c'est que maintenant, tout le monde connaît Pierre Sage, sa philosophie, son idée de jeu, on a vraiment des spécialistes. Donc, maintenant, je dis rien, donc, parce que je laisse parler les spécialistes qui apparemment le connaissaient depuis longtemps, mais dont personne n'avait jamais prononcé le mot. Non, bref. On va attendre la première série de défaites pour qu'il se fasse traiter d'un télo de merde et de... De ce qu'est le sort réservé à Régis, là, donc... Ah, complètement. Ouais. Bon, avec nous aussi, le seul homme en France normalement constitué à encore se farcir des matchs de rugby au stade sous moins 4 degrés. Ça va pas bien, JB, hein ? Écoute, moi j'ai décidé de vivre une expérience transcendantale à côté du parc, c'est-à-dire de voir du vrai sport, avec des gens qui suent et moi qui suis en train de les regarder. Et je trouve ça vraiment bien. C'est ma contribution au jeu de Paris, tu vois ? Voilà. C'est bien. Écoute, il en faut de temps en temps. Et tu préfères pour t'introduire aujourd'hui, David, tu préfères que Bordeaux se maintienne en Ligue 2 ou être ami avec Joey Barton ?
que Bordeaux se maintienne en Ligue 2. Ouais, Joey Barton, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Ouais. Il a été, je sais pas, il est sur une spirale. Je sais pas si vous avez suivi en fait Et il est en forme. La recherche d'attention de Joey Barton, c'est un peu. Il est en forme, ouais. Des petites déclarations un petit peu choc pour pimenter un petit peu. Tout a commencé sur un podcast d'un homme charmant qui s'appelle Johnny English. Donc voilà, c'est. Explique aux auditeurs quand même. Oui. Ouais, non, Johnny English, en fait, c'est un podcast. Joey Barton, surtout, parce que Joey English, bon. Ah oui, alors, Joey Barton, il a enchaîné. Il faut savoir, c'est que le cousin de Joey Barton a été condamné pour assassinat il y a une quinzaine d'années. Non, pas du tout. Le cousin de Joey Barton a été. Fais-le rapide. Juste l'anecdote, en fait. A été condamné pour assassinat raciste à caractère raciste. Le caractère raciste a été reconnu par la justice. Et donc, dans le podcast, Joey Barton, qui a jamais vraiment reconnu la culpabilité de son cousin, a dit qu'il s'agissait d'une bagarre, alors que s'il s'agissait d'un guet-apens et que le caractère raciste avait été. Et ensuite. Ce week-end, il a enchaîné en disant que pour lui, les femmes n'avaient pas le droit de commenter le football masculin parce que c'est quelque chose qu'elles ne comprenaient pas, elles n'avaient rien à apporter. Et voilà, il a développé cette théorie tout au long du week-end. Et moi, par mauvaise curiosité, je l'ai bien évidemment suivi. Donc, voilà. Le tout chez Piers Morgan, qui est encore une fois un gage de qualité. Journalistique, tout à fait. Ouais, évidemment. Bon, Flo n'est pas avec nous ce soir, ou peut-être qu'il nous rejoindra en fin d'émission, mais voilà, il a joué les babysitters tout le week-end, donc il n'a pas eu le temps de préparer sa petite revue de presse hebdomadaire. S'il a le temps de la finir d'ici là, il nous rejoindra en fin d'émission, mais ne vous inquiétez pas, Flo va bien. Pour compléter un petit peu ma définition de l'histoire, les gars, je rajouterais que beaucoup d'historiens rappellent que la connaissance du passé doit ouvrir une fenêtre sur les temps à venir. Et donc, je me permets de vous inciter, vous les auditeurs, à aller sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux, cliquez sur le lien pour retrouver tous nos épisodes, les écouter, les repartager. Donc là, vous explorez notre passé. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous ouvrez notre fenêtre des temps à venir en lâchant un petit billet sur notre cagnotte LESO. Ce serait super sympa de votre part pour nous aider à vivre, à survivre. Et c'est hyper important. Merci d'avance. Le football, histoire d'un détail. Je vais laisser notre cher ami Thibaut Leplat commencer ce sujet. Merci Val. Qui a inventé la Coupe d'Europe ? C'est la grande question que je voulais poser aujourd'hui, à laquelle le récit officiel, si je puis dire, sans que ça sonne complotiste, en tout cas le récit tel qu'on le connaissait jusqu'à ce week-end, c'était que le journal L'Équipe, par la voix de Gabriel Hano et de la section football, suite à un match joué le 13 décembre 1954 au vieux Molineux de Wolverhampton contre l'Honvéd de Budapest, donc une victoire en amical 3-2 de Wolverhampton contre le Honvéd, qui avait donné lieu à des articles triomphalistes dans la presse anglaise, qualifiant les Wolves de meilleure équipe du monde, parce qu'à l'époque, le Honvéd étant l'équipe de la Hongrie, qui était elle-même finaliste de la Coupe du Monde 54, battre cette équipe, c'était devenir la meilleure équipe du monde. Donc les Anglais triomphalistes dans la presse, un peu ironique, qualifiaient leur équipe de meilleure équipe du monde, ce qui n'a pas plu du tout à Gabriel Hano, qui a pris la chose très au sérieux, qui était allé à ce moment-là en Angleterre. Il faisait beaucoup de voyages pendant les semaines, parce que pendant les semaines, dans l'équipe, il n'y avait pas de match, donc il racontait un peu ce qui se passe ailleurs. Donc ça n'a pas plu du tout à Gabriel Hano, qui s'est fendu d'un article le lendemain, enfin 2 jours après, le 15 décembre, où il revenait sur cette victoire, et surtout, les 2 tiers de l'article sont consacrés à la réaction anglaise face à cette victoire de Wolverhampton, et il avait sur un ton presque semi-indigné, semi-revanchard, dit que ça peut pas se passer comme ça, on peut pas se déclarer comme ça champion du monde. Alors je crois que de toute façon c'était des déclarations ironiques de la presse anglaise, mais bon, lui il a pris au pied de la lettre. Et décide de dire, écoutez, si c'est comme ça, on va qu'à lancer une vraie compétition qui sera une Coupe d'Europe dans laquelle on pourra enfin désigner quelle sera au moins la meilleure équipe d'Europe. Sur ce, quelques jours après, la section football de l'équipe se met en marche et propose, comme ça, clé en main, un règlement. Donc on a la forme qu'on a connue dès 55, c'est-à-dire match aller-retour, 8e, quart, demi-finale. Et la Coupe d'Europe est née à ce moment-là. Et moi-même, je l'ai écrit dans Football à la française. La Coupe d'Europe est donc une invention française, une invention de l'équipe.
dont on a des traces très, très facilement dans la presse, vous retrouvez dans les archives 54, 55, tout ça est parfaitement documenté. Donc ça, vous le trouvez. Dans ton bouquin surtout. Et dans mon Fais un bouquin. peu de promo là. Football à la française chez Solar. Jusqu'au moment où, il y a quelques semaines déjà, les copains de Panenka, donc que j'ai recommandé la semaine dernière, par la voix d'Aitor Lagunas, un copain à moi, rédacteur en chef et en même temps réalisateur, enfin auteur du podcast Bracelete Negro, qui est le brassard noir, qui rappelle un peu les affaires des faits divers ou des affaires sombres autour du football, se penche sur ce dossier-là et m'appelle en me présentant un nouveau document dont j'ignorais totalement l'existence, qui pourtant était sur le site de la BNF, donc c'était pas non plus, il n'y avait pas besoin non plus d'aller chercher très très loin, mais qui datait de 1934, un article du 11 décembre 1934, écrit, alors, qui est une réponse à une proposition du même Gabriel Hanno, donc 20 ans avant, qui lui proposait à des présidents de clubs de l'époque un nouveau format international où lui proposait que pour que à l'époque le professionnalisme se développe, il existe depuis 2 ans en France, il existe en Angleterre depuis presque 30 ans, dans beaucoup de pays, petit à petit le football est en train de se développer, et donc tout de suite l'idée est d'organiser des rencontres internationales de clubs. Lui propose, pour que les équipes puissent se mesurer les unes avec les autres, d'échanger 2 joueurs, d'échanger 2 équipes par championnat. Que par exemple un club 2 clubs français aillent jouer pendant une saison en première ligue, enfin dans le championnat anglais, et inversement, pour se mesurer. Ce à quoi répondent d'autres présidents, dont Jean-Bernard Lévy, président du Racing Club de Paris, qui répond en disant que c'était pas une très bonne idée, mais qu'en revanche lui proposait quelque chose qui serait une compétition européenne de 2 division internationale et division européenne. La première serait une coupe basée sur le modèle de la Coupe de France, avec le tour organisé en un mois à Paris, type Final 16 en fait, donc 8e, quart de finale, et qui serait un prélude en fait à ce qui serait ensuite un championnat d'Europe des meilleures équipes européennes, une sorte de première division en match aller-retour. Donc vous avez compris l'allusion. C'est-à-dire que le 11 décembre 1934, on a une double invention, l'invention première de la Coupe d'Europe et deuxièmement l'invention de la Super League. On a un document qui l'atteste, public, et ce, 20 ans avant l'histoire qu'on connaissait jusqu'à présent, qui était l'histoire de l'équipe. Gabriel Hanno étant à l'origine des deux discussions, sauf que Gabriel Hanno, dans tous les récits qu'on voit dans les archives de l'équipe, à aucun moment Jean-Bertrand Lévy ni Julius Ukrainsik, qui est en fait un organisateur de matchs, un agent de l'époque, un agent très important des années 30, qui organise plein de matchs et qui est très proche de Gabriel Hanno et de Jean-Bertrand Lévy. Et qui est en fait lui qui avait les liens avec tous les pays du bloc de l'Est, etc. Donc lui sera lui-même dans la boucle après avec Gabriel Hanno. Comment se fait-il que ces gens-là aient totalement disparu de l'histoire? C'est la question d'Aitor Lagunas. Où sont-ils? Pourquoi personne n'en parle? Et c'est là qu'on se rend compte en fait que l'histoire qu'on connaissait de la Coupe d'Europe a commencé bien avant la Coupe d'Europe. Alors il y avait toujours eu des projets concurrents, ça on savait, mais que c'était les mêmes personnes qui étaient au départ, et surtout que les premières personnes officiellement à avoir parlé de ce projet, peut-être qu'elle est germée dans la tête d'un autre, on ne sait pas, mais en tout cas la première trace qu'on a, elle n'est pas du tout de 1955, elle est de 1934 et elle vient du président du Racing Club de Paris, qui ensuite mourra au front en 1940 et tombera dans l'oubli. Pourquoi ces personnages-là sont-ils tombés dans l'oubli? Ce qu'on a là, en fait, c'est un exemple typique d'une question qui est très compliquée à répondre. Est-ce qu'il est possible de faire l'histoire du football? Une histoire d'un événement de la prise de la Bastille ou d'un événement, si je puis dire, historique commun, est beaucoup plus facile. On a des méthodes très simples et des événements qui se présentent de manière singulière à chaque fois. Ça se répète pas, c'est pas des compétitions qui ont lieu tous les ans. Vous avez la guerre en Irak, vous avez des documents, etc. Vous êtes capable de documenter. Alors vous cherchez plus ou moins facilement, les sources sont plus ou moins accessibles, mais vous y avez accès. Mais la nature de l'événement fait que le travail de l'historien est facilité. Dans le cas d'une compétition sportive, c'est-à-dire quelque chose qui se répète tous les ans, qui en plus une idée un peu qui est pas une idée très grande, enfin c'est pas l'histoire de la métaphysique ou l'histoire de l'invention de la pénicilline, c'est des gens qui discutent, qui inventent une compétition sportive. Donc ça, la nature même de l'objet fait que il est très difficile de le dater, l'origine.
Or, ce qu'on voit, la seule chose qu'on a, c'est l'accès à la presse. Et on voit qu'avec la presse, en réalité, l'histoire qu'on a racontée par la presse elle-même est fausse au regard de la réalité des événements. Et ce qu'on voit dans ce que présente Aitor en présentant ce document-là, c'est ce qu'est l'histoire par essence, c'est-à-dire pas du tout un récit scolaire comme on l'enseigne au lycée, pardon JB, mais l'histoire scolaire n'a rien à voir avec ce qu'est la science historique. La science historique, c'est une réflexion sur les sources, une réflexion sur les traces, une réflexion sur les archives. Et là, on voit effectivement qu'un document suffit à démentir tout le récit. Il ne veut pas dire que le récit était mal intentionné, il ne veut pas dire que l'équipe voulait cacher la vérité absolument. Ça veut juste dire simplement que cette compétition est née 20 ans avant, et 2, que la Super League elle-même est un projet originel avant même l'invention de cette Coupe d'Europe-là. La grande idée de 1934, c'est qu'en réalité, ce projet que nous, on appelle Super League, était déjà dans les tuyaux avant même l'invention de la Coupe d'Europe. Et c'est à mon avis ça la grande nouveauté et le grand apport de ce podcast-là et de l'enquête de Panenka. Merci beaucoup Thibaut, et je vais laisser JB enchaîner. Alors, puisque tu parlais d'histoire et de cette découverte qui effectivement va marquer les esprits et marque une rupture, bah, on peut citer Pierre Nora. Hein. L'histoire, c'est la reconstruction toujours problématique et incomplète de ce qui n'est plus. Et c'est justement ça, c'est-à-dire que c'est par la découverte de nouvelles sources qu'on arrive à aller plus loin. Et moi, ça m'amène à me poser une question, c'est comment le football se détaille pour beaucoup d'intellectuels est devenu aujourd'hui un sujet pour les sciences sociales, à commencer par l'histoire, et voir comment on a justement abordé. Si on prend Duby par exemple, il nous explique que l'historien a le devoir de ne pas se refermer uniquement sur le passé et de réfléchir assidûment aux problèmes de son temps. Or, quand on regarde bien, le foot, c'est resté un sujet illégitime, un sujet qui finalement était un sujet qui devait être fui, un peu comme le sport d'ailleurs. Quand on se souvient par exemple que le premier article de sport, il a fallu attendre 1956 pour qu'on en parle, c'est un article d'économie. C'est un article qu'on doit à Rothenberg et qui parle de baseball. C'est The Baseball Players and Labor Market. Ce qui est assez intéressant avec ça, c'est de voir que le sport et a fortiori le football ont mis un temps fou à s'imposer pour que justement on les comprenne et qu'on ait une méthode, en tout cas pour qu'on les regarde comme des objets légitimes susceptibles d'être observés. Quand on observe ça, c'est pas l'histoire en premier qui s'en saisit, c'est d'abord, donc on l'a dit, l'économie, hein, mais surtout la sociologie. C'est Dunning et Elias qui, dans les années 50-60, sont les premiers. Il y a un article qui va rester en 1966 dans le British Journal of Sociology. Et en même temps, en France, on a un sociologue et un politiste qui s'appelle Jean Ménaud et qui publie un Sport et politique où justement il parle de football. Mais encore une fois, chez les historiens, il faut attendre. Et le football reste finalement un détail dans cette grande histoire. Camus a beau en parler, on n'a pas de Zolini qui a beau s'échiner en Italie. Chez nous, à part Milza en 1984 dans Sport et Relations Internationales, le football reste un non-sujet. Et c'est là où on avance. Et il faut attendre les années 80, 90, justement, notamment grâce à Alfred Wahl et à son footballeur français de l'amateurisme au salariat, qu'on entre justement dans cette historisation du football qui est considéré comme un objet. Alors au départ, Wahl est moqué, hein. Wahl est regardé parce que son objet, à l'instar de la culture aujourd'hui hip-hop, est présenté comme illégitime, absolument pas sérieux. Et on voit finalement la décennie 90 amorcer une véritable rupture. Le premier à en parler, c'est Hobsbawm, l'anglais, qui va revenir sur ce que le foot est capable de permettre et sur l'angle qu'il apporte en termes de communauté. Il y a 20e siècle qui va consacrer un dossier au football. Et ton préféré, hein, Thibaut, parce que celui-là, il fallait quand même le citer, c'est Bourdieu, 1994, qui va consacrer le premier acte de la recherche en sciences sociales au football. Et là, on entre vraiment dans quelque chose, à tel point que dans un mois exactement, va sortir les 20 ans après, écrire l'histoire du foot, écrire l'histoire du sport. Ce sont les actes d'un colloque qui revient justement là-dessus. Et ça pose la question très simple. C'est quoi l'intérêt aujourd'hui d'écrire l'histoire du foot et pourquoi aujourd'hui on a mis autant de temps justement à le considérer? D'abord parce qu'il y avait cette incapacité à considérer le football comme étant sérieux. J'ai une anecdote qui est perso, j'ai eu l'occasion de déjeuner avec Emmanuel Leroy-Ladurie qui nous a quittés il y a maintenant 3 semaines.
Et il s'avère qu'on a parlé de football pendant 1 heure et demie avec le roi Ladurie et qui me racontait les matchs qu'il regardait avec le Goff, les parties qu'il jouait justement avec ses potes de l'école, littéralement des Annales, mais qu'il était hors de question pour eux de traiter ce sujet-là à la Sorbonne parce que c'était pas sérieux. Donc il a fallu attendre. Et ça a amené à une deuxième question. C'est quand ça a commencé à être un produit d'histoire, ça a commencé à être aussi un objet de pouvoir. Et on l'a vu au travers de ce que les Chinois en ont fait. La question des origines s'est posée très vite. C'est un peu comme l'origine du monde de Courbet, hein. Il y a une sorte de fascination et une possibilité de le récupérer ou de le diaboliser. Et la FIFA s'en est saisie et elle a, sous pression chinoise, sous influence chinoise, tenu un discours pendant à peu près 7-8 ans, disant que le premier jeu qui pouvait se relier au football, c'était le tsuchu, l'idée de donner un coup de pied au ballon. Et donc, sur le site officiel de la FIFA, pendant comme ça 8 ans, vous avez eu une explication. Et dans une partie des musées olympiques du sport, vous aviez cette explication. La Chine avait considérablement investi dans le football. Et à partir du moment où ils s'en sont désengagés, la FIFA, et vous pouvez aller voir, hein, a fait disparaître cette explication des origines du foot. Et finalement a renoué avec un récit un peu plus, comment dire, anglo-saxon. Ouais, voilà, qui revient sur l'origine britannique et qui démultiplie les pistes. Aujourd'hui, on est incapable de dire d'où le football vient, pour une raison assez simple, hein, c'est qu'il y a plusieurs sources au même phénomène, mais le football qu'on connaît nous, ce dribbling game, hein, il nous vient de Grande-Bretagne, il nous vient finalement de cette Angleterre et des deux industrialisations. Et c'est d'abord un produit occidental, un produit aussi impérial, et c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Tout ça, ça nous amène à une chose très simple, c'est qu'aujourd'hui, le football est devenu un objet de pouvoir, et le simple fait de raconter son histoire, c'est choisir un camp, ou c'est être capable justement de considérer autrement le rapport au savoir. Aujourd'hui, la seule chose qu'on sait, c'est que la première équipe sportive a été créée en Mésoamérique, et que cette découverte, elle est intéressante, hein, elle nous vient d'une universitaire qui vient d'Yale. Elle nous amène à considérer une chose, c'est qu'avant même de parler de football, il faut considérer la logique d'équipe. Et c'est une assez bonne nouvelle pour tous les supporters de l'Olympique Lyonnais comme Valentin. C'est-à-dire que si même là-bas, on arrive à cette période-là à construire une équipe, c'est-à-dire que vous pouvez même en faire une pour vous et vous en sortir. Il est fort, il est fort. Merci JB. David, je te laisse enchaîner et je crois que tu vas nous parler d'Equity Story. Oui, tout à fait, mais ça c'est juste un Si vous détail. comprenez rien, sinon c'est pas normal. d'histoire. Rassurez les gens d'abord. Si vous comprenez Oui, rien, non, c'est mais vous normal. inquiétez pas, je vais essayer de vulgariser au maximum. Je te remercie Non, pour mais la oui. vulgarité. Hein. Ça, c'est juste un détail donc pas de l'histoire, mais de ma présentation. Mais moi, je vais être un peu provocateur. C'est que l'histoire est en tout cas, est un détail du football et du football actuel. J'ai même envie de vous dire qu'en fait, dans le football actuel, on s'en fout de l'histoire. Et que l'histoire, ça peut même être un frein à ce qu'on veut faire, un frein à l'investissement. Je vais vous donner quelques exemples. Donc le premier, c'est le taux de remplissage en Allemagne. En Allemagne, il y a récemment un phénomène, on oppose les Traditionsverein, donc les clubs historiques, aux Plastic Clubs, donc les clubs qui ont été repris par des mécènes ou par des entreprises. Ça peut être le Red Bull Salzbourg, ça peut être le Hoffenheim qui a été repris par Dietmar Hopp il y a 15 ans, qui est le PDG d'SAP. C'est un logiciel donc informatique qui est très utilisé dans le monde de l'entreprise, ou Wolfsburg, qui est bien évidemment sponsorisé par Volkswagen. Le Bayer, Leverkusen et Werdigen, parce qu'anciennement le Bayer sponsorisait aussi Werdigen, passe un peu au travers pour des raisons un peu mystérieuses. Mais donc ces clubs, soi-disant sans d'histoire, ont un taux de remplissage de leur stade. Donc à Leipzig c'est 97%, à Hoffenheim c'est 81%. Et à Wolfsburg, c'est 87,5%. On est bien loin des deux bonnets d'âne allemands, qui sont pourtant des clubs bien ancrés. C'est le Hertha avec 71%, pourtant dans la capitale, une ville avec plusieurs millions d'habitants. Et il n'y a que l'Union Berlin en gros concurrent. Et le VfB Stuttgart de 76%. Et pour vous donner une petite indication, donc ces Plastic Clubs ont tous un taux de remplissage supérieur à la Ligue 1 qui était aux alentours de 80%. Même si je suis assez sceptique quant aux chiffres transmis.
Idem au nombre de followers. Si on prend les 2 ou même les 3 exemples de clubs parvenus, que sont le PSG et City, en termes de followers. Alors là, non, parvenu, je peux pas te laisser dire ça. Hein. Le PSG Non, est pas un non, club mais je parvenu, ne dis hein. pas que le PSG et City n'ont pas d'histoire. Je dis que leur histoire récente, dans l'imaginaire collectif, a réellement démarré avec le rachat par des fonds souverains. Ah, tu fais Idem bien, avec fais bien. Idem avec le Chelsea d'Abramovich. D'ailleurs, quand on voit leur palmarès, il s'est garni depuis en fait l'arrivée des fonds souverains. Donc le PSG est désormais 4e et le Chelsea 6e. Dans le top 10 des revenus générés, le club qui génère le plus gros chiffre d'affaires, c'est Manchester City. Paris est 5e et Chelsea est 8e. Donc en 15, même pas 20 ans, c'est-à-dire que ces clubs, l'argent a remplacé l'histoire en fait. L'histoire n'est plus du tout source de succès et de réussite. Après, ça s'explique aussi parce que j'ai lu le rapport Deloitte, ce qu'ils appellent Fortune Football de chaque année, qui essaie d'expliquer les mouvements financiers, le classement financier des clubs les plus performants. Et ils ont fait une division du chiffre d'affaires, pour les 20 plus gros clubs. Et ceux qui sont garants de l'histoire, les supporters, ne représentent que 14,7% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on peut complètement faire sans eux et on peut complètement faire sans histoire. Les revenus des droits télé, c'est 43,5%. Les revenus commerciaux, c'est 41%. Et je vais même vous dire, même les centres de formation, dans les 10 centres de formation les plus performants, Chelsea est second, City est 5e et le PSG est 6e. C'est basé sur la valeur de marché des joueurs en activité sortis issus de ces centres de formation. Donc en fait, cette histoire, l'histoire du club, les clubs historiques, l'histoire est même plus valorisée. Je vais vous donner l'exemple ultime. Comme vous le savez, j'aime m'intéresser à la reprise de clubs. De temps en temps, je suis consulté de façon très amicale et j'ai eu entre les mains plusieurs plaquettes qui sont donc destinées aux investisseurs pour justement les convaincre d'investir dans un club. Et sur les 2 dernières plaquettes donc entre guillemets mon club des Girondins de Bordeaux, qui est quand même un club historique, un des plus beaux palmarès du football français, qui est un des clubs français qui a le plus de présence en Coupe d'Europe, sur 32 respectivement sur les 2 dernières ventes, sur 32 et 25 pages de cette présentation, il y a une page qui est réservée à l'histoire. Le reste, c'est des projections de revenus, c'est de l'endettement, c'est du business plan, c'est des plans de sauvegarde des coûts. Il y a une page qui est consacrée à l'histoire. Une. C'est-à-dire que l'histoire, dans le foot actuel, est complètement mise de côté. Et dans ma deuxième partie, pire qu'être mise de côté, l'histoire, ça peut être un frein dans le football. Parce que l'histoire, ça peut être un frein. Pourquoi ? Parce que la nostalgie, quelque part, trouble la vision que l'investisseur et que les supporters ont du club. Elle peut être nocive, elle peut pousser à l'aveuglement. Nous, à Bordeaux, pendant la saison de la descente, on a entendu, mais ça ne peut pas arriver aux Girondins de Bordeaux. On est les Girondins de Bordeaux. On mérite autre chose. À la lumière de notre histoire, mais je pense que c'est exactement pareil pour les supporters lyonnais. Je vois Tremble, Valentin, tremble. Qui dodeline de la tête. Mais ça floute complètement la vision que peuvent avoir les supporters et que peuvent avoir les investisseurs en privilégiant le court terme à une politique plus raisonnable et plus raisonnable de moyen terme, en se servant de cette histoire pour forcément provoquer le succès. Et là où la cohérence, la pertinence, l'urgence de la situation aurait commandé une vision beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus moyen terme, en prenant du temps, en faisant preuve de beaucoup plus de pédagogie. Mais d'un côté, il y a forcément cette histoire en fait qui te retient. Il y a ce passé, ce récit un peu glorieux que chaque supporter aime communiquer, se transmettre, qui est comme un fil à la patte et qui te pousse justement vers ce court-termisme. Alors que la raison voudrait que justement pour préserver cette histoire, on met en place en fait des politiques un peu plus pérennes. Et mon dernier exemple, l'exemple ultime justement d'utilisation de cette histoire pour des visées court-termistes, c'est le Barça. C'est-à-dire que le Barça, qui est peut-être un club qui a un des clubs en Europe qui a l'histoire la plus ancrée, une des histoires les plus fournies. Il y a une histoire politique, une histoire financière, une histoire économique.
Quand Laporta est revenu, il s'est jeté avec cette politique de levier mortifère, c'est-à-dire qu'il a sacrifié une grande partie des revenus futurs du club, justement pour regagner immédiatement, en prétextant, c'est pour satisfaire les supporters et pour respecter l'histoire du club, alors qu'au contraire, justement, l'histoire du club, la survie du club aurait demandé à ce qu'il y ait une politique de rigueur, une politique de patience et ne surtout pas hypothéquer l'avenir à cause du passé. Donc très franchement, moi, cette histoire dans le football commence à m'emmerder un peu et je pense qu'elle emmerde pas mal de monde. Merci beaucoup, David, pour ton intervention. Tu m'as déprimé. Bon, normalement, Flo, vous le savez, est là pour sa petite revue. Là, il a toujours pas fini sa revue de presse, donc on va enchaîner. Je vais quand même faire un petit récap de tout ce que vous avez dit pendant cette première partie, les gars. Thibaut, toi, tu reviens sur l'histoire de la Coupe d'Europe. Tu t'interroges pour savoir qui a véritablement inventé cette Coupe d'Europe. Tu distingues évidemment le récit officiel qui est celui de l'équipe et Gabriel Hanno suite à un match au Molineux de Wolverhampton, où les médias anglais très beau stade. Oui, exactement. Où les médias anglais s'étaient autoproclamés meilleure équipe du monde. Évidemment, Gabriel Hanno s'était indigné et avait proposé de créer une nouvelle compétition. Depuis quelques semaines, justement, il y a le média espagnol Panenka qui s'est penché sur ce dossier et qui a sorti un document qui date de 1934 d'une réponse à Gabriel Hanno avec un nouveau format de compétition. Donc le 11 décembre 1934 avait déjà eu lieu l'invention de la Coupe d'Europe et de la Super League. Hanno était déjà évidemment précurseur de tout ça, mais aussi Ukrainsky et Levy qui sont tombés un petit peu dans l'anonymat. Et toi, tu t'interroges sur pourquoi ces personnages tombent dans l'anonymat, parce que selon toi, il est impossible de faire l'histoire du football, notamment à cause de la nature du football, le fait que les compétitions se répètent tous les ans. Et toi, tu différencies aussi l'histoire scolaire et la science historique. JB, tu donnes une définition de l'histoire en disant que c'est une reconstruction incomplète de ce qu'il n'est plus. Pourquoi le football n'est pas légitime selon toi pour les sciences, enfin tu t'interroges sur pourquoi le football n'est pas légitime pour les sciences humaines et sociales. Tu dis que le premier article de sport en France c'était un article d'économie, ce qui prouve que ça a mis du temps à s'imposer. Plus tard il y a eu évidemment la sociologie, mais les historiens mettront beaucoup plus de temps à s'intéresser au football, notamment dans les années 80 et 90 avec Alfred Wahl. Avant ça le football n'était pas traité et à partir des années 90 ça prend de l'ampleur. Tu t'interroges sur pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps et pourquoi c'est important d'en parler. Tu dis qu'il n'y a pas de légitimité, qu'il n'y avait pas de légitimité parce que c'était pas sérieux. Puis à un moment, c'est devenu un sujet d'histoire aussi parce que c'était un sujet de pouvoir. Et tu donnes l'exemple de la pression exercée par les Chinois sur la FIFA, qui disait que le football était un sport à la base chinois, qui est évidemment un mensonge puisqu'on le sait, c'est un football inventé par nos voisins anglo-saxons. Et donc aujourd'hui, le foot est un jeu de pouvoir, d'où le rapport au savoir. C'est ça que j'ai écrit? Oui, c'est ça que j'ai écrit. David, tu termines toi en disant que dans le foot, on s'en fout de l'histoire, ça peut même être dangereux selon toi. Tu donnes l'exemple des taux de remplissage des Plastic Clubs en Allemagne qui sont beaucoup plus remplis que les clubs historiques. Idem pour le nombre de followers des grands clubs type PSG, City qui sont aussi dans le top 10 des clubs qui génèrent le plus d'argent. Donc l'histoire, et ce qui prouve que pour toi l'histoire n'est pas si important que ça. Et tu donnes aussi l'exemple du rapport de Deloitte, comme quoi les garants de l'histoire que sont les supporters ne représentent que 13%. C'est bien ça, 13%, hein, je suis pas sûr d'avoir noté le bon chiffre. Exact, ouais, si c'est ça, je vais te dire que c'est 15%. 15% des revenus des clubs. L'histoire n'est plus valorisée. Et tu donnes l'exemple de Bordeaux, plus valorisable, pardon. Il donne l'histoire de Bordeaux sur les dernières plaquettes présentant le projet du club, qu'une seule page est dédiée à l'histoire. Et tu estimes que l'histoire peut même être un frein. Elle peut flouter la vision des supporters et des investisseurs qui peuvent forcer le succès avec des politiques court-termistes, alors que pour préserver l'histoire, il faudrait des politiques pérennes. Et tu donnes encore un dernier exemple, celui du Barça et de sa politique très court-termiste, justement. Les gars, exactement. L'avantage d'enlever 10 minutes de revue de presse, c'est qu'on a un petit peu plus de temps pour discuter. Donc je vais redonner la parole à notre ami Thibaut. Ouais, deux choses. D'abord sur l'objet légitime, sur le problème que posait tout à l'heure JB, qui faisait une sorte de généalogie du football comme objet légitime de recherche pour les sciences sociales. Alors tu dates le premier article de 1956. Pour l'économie du sport, ouais. Français. Et après, ouais, non, il est produit aux États-Unis. Sur le baseball? Ouais, sur le baseball. Voilà. Je pense qu'il y a deux raisons qu'il faut évoquer. Un, l'importance du journalisme. Si
les sciences sociales s'y sont aussi peu intéressées, c'est parce qu'on considérait que c'était un objet journalistique typique et que la presse elle-même traitait déjà ces sujets-là à sa façon, mais elle les traitait, quand on lisait par exemple les éditos de Jacques Ferrand dans France Football, c'était d'une très haute tenue, hein, c'était pas du tout... Ce qu'on a là, quoi. Voilà, c'est toi qui l'as dit. Il est fort, il est très très fort. Donc c'était différent. La qualité n'était pas la même, l'exigence n'était pas la même. L'édito donc de Jacques Ferrand était déjà très long et il était très très lu en Europe. C'est comme ça que France Football a été connu dans toute l'Europe, parce que c'était la première fois que déjà qu'un magazine traitait du football international. Et en plus avec un niveau d'exigence très élevé. Au point que Ferrand m'a raconté que le France Football était livré de l'autre côté du rideau de fer pour que Lobanovski puisse lire ses éditos. C'est Lobanovski lui-même qui lui avait dit ça. Alors, je crois que c'est la Coupe du Monde, je ne sais plus quelle époque, où Lobanovski entraîne l'URSS, je crois que c'est les années 50 ou 70, je ne sais plus. Donc, je crois que même c'est début 80, je crois. Ouais, mais je pense qu'il n'a pas fait plusieurs. En fait, je pense qu'il n'a pas eu plusieurs allers-retours. Bon, bref, et donc le poids du journalisme sportif, la spécificité du journalisme sportif qui se construit aussi comme ça, ce qui explique aussi que les sciences sociales s'y sont tenues à part. Et deuxième raison, qui est la nature de l'objet. Attends, juste avant que tu parles de ta deuxième raison, est-ce que tu as des exemples d'autres secteurs, justement, où dans l'imaginaire justement des gens des sciences sociales, c'était uniquement un domaine journalistique? Est-ce qu'on a des parallèles? Les faits divers. Les faits divers. Ah, les faits divers, ouais, ok. Ouais, le hip-hop aussi. Oui, alors les cultures urbaines qui est lié, mais l'équilibre, c'est aussi une histoire d'ancienneté. C'est-à-dire que les cultures urbaines, le hip-hop est né en France dans les années 80, donc c'est beaucoup plus récent. Le football, le professionnalisme, c'est 1932 en France. Donc il y a ça, mais donc je disais, il y a l'effet divers qui maintenant est devenu un objet noble aussi, mais il y a comme ça régulièrement en fait des objets qui apparaissent. Après maintenant c'est les gender studies, c'est le porn studies, tu as plein d'objets qui sont devenus des objets légitimes. Donc la place du journalisme sportif, et deuxième raison, la nature de l'objet. Pourquoi est-ce que le sport lui-même n'est pas un objet immédiatement un objet de science? Je l'ai dit à demi-mot tout à l'heure, mais je voulais juste préciser un peu ce que je disais. Parce qu'il y a une différence entre un événement sportif et un événement historique. Ce sont deux types d'événements de nature totalement différente. L'événement historique est un événement généralement surprenant, contingent, qui se représente jamais sur la même forme, et qu'on peut documenter facilement au regard de la rupture qu'il représente. C'est un temps de rupture, tu as employé le mot tout à l'heure, JB, tu as parfaitement raison, c'est un temps linéaire dans lequel une rupture intervient. La guerre en Irak, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles, etc. On est capable d'identifier des événements et les étudier en tant que tels, soit pour étudier leurs causes, leurs conséquences, etc. Mais le traité de Vienne, etc., le traité de Westphalie, tout ça, ce sont des choses qu'on est capable d'étudier en tant qu'événement historique, c'est-à-dire comme événement de rupture, moment de rupture dans une continuité, dans une chronologie historique. La particularité de l'événement sportif, c'est qu'il n'y a pas de rupture. L'événement historique, il est par essence cyclique. Il revient, toujours. Donc c'est exactement le contraire de l'événement historique, qui jamais se représente de la même façon. Il est organisé de manière liturgique, c'est-à-dire de manière systématiquement égale, ou similaire, ou très proche. Il y a très peu de différence entre la Ligue des Champions 2014-2015 de la Ligue des Champions 2021-2022. Et comme ça, on peut continuer jusqu'à quasiment toutes les éditions. Ce sont les mêmes clubs, les mêmes joueurs, les mêmes entraîneurs, les mêmes conditions, le même trophée. Donc c'est par essence quelque chose qui n'est pas une rupture, qui est au contraire une répétition toujours du même. Ce qui fait que l'événement en tant que tel n'en est pas un, dans la mesure où il se répète. Et ce qui se répète ne peut pas être en tant que tel un événement. Donc en toute rigueur du terme et d'un point de vue purement logique, l'événement sportif ne peut pas être un objet de rupture, donc ne peut pas être un objet de science. Parce qu'à partir du moment où il se répète toujours de manière cyclique, exactement comme l'amour, exactement comme même la religion, la théologie en elle-même, est une réflexion sur l'alliance entre le rationnel et le divin, mais ne va pas interroger le rite lui-même. Là, on interroge le rite lui-même. Donc faire d'un événement sportif un événement historique, c'est là qu'intervient le journalisme sportif, qui lui essaye de l'hiérarchiser
et d'établir à l'intérieur de ce temps cyclique un temps linéaire en disant on va rentrer dans l'histoire. C'est un terme qui est omniprésent dans le journalisme sportif. Rentrer dans l'histoire, rentrer dans la légende, le record. Il y a l'idée d'arriver à vaincre la répétition en laissant une trace unique. Or, c'est très paradoxal dans le journalisme sportif parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un match de football qu'un autre match de football. Il n'y a rien qui ressemble plus à un joueur de football qu'à un autre joueur de football. Donc, c'est vouloir absolument laisser une trace, un record, on voit la folie du record d'Mbappé ou la folie des records de Ronaldo, c'est absolument laisser une trace pour que finalement un record soit battu la saison d'après, etc., etc. Donc c'est l'idée de vaincre une répétition. Et une des raisons pour lesquelles les sciences sociales, les sciences humaines, et en particulier aussi la philosophie, ne s'est pas intéressé directement à cet événement-là, parce qu'il a considéré que le sport se résumait à son emballage rituel. Il se résumait à ces compétitions. Or, il me semble qu'il y a, dans ma discipline en philosophie par exemple, un élément a été longtemps très mis de côté qui était la notion même de jeu. Et ce qui se passait dans le jeu et d'inventer des concepts qui soient propres à ce sport-là, comme par exemple le concept de performance sur lequel on pourra éventuellement revenir. Mais c'est l'idée que pour que chaque discipline trouve un champ d'expérience, un champ d'analyse, un champ de réflexion, il a fallu d'abord qu'elle le circonscrive, qu'elle soit capable d'y appliquer ses méthodes à elle. Et ça a été très long parce qu'il a fallu décoller le sport du journalisme. Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ajouterais quand même une chose, c'est qu'il y a un fait marquant, c'est que tout ça, s'inscrit dans un contexte qui est, en tout cas en France, lié à la décennie 90. C'est une décennie qui a trois sens, à mon avis. C'est d'abord la décennie de la victoire du sport français. C'est la première fois qu'on cumule autant de victoires. C'est Limoges en Coupe d'Europe, c'est l'OM Vitrolles au hand. C'est la même année pour 93. le Non, Limoges c'est 91, il y a la Coupe Davis. Il y a la Coupe Davis, tu année. vas avoir l'OM qui va gagner la Coupe d'Europe. 93. On a 93. Le PSG, saison 95-96 pour la Coupe d'Europe. Et après, tu as la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Ensuite, tu vas avoir 98 avec les Bleus sur la Coupe du Monde. Et il y a une rupture. Cette passion honteuse qui est celle du sport devient légitime et on commence à voir des universitaires accepter de dire qu'ils ne lisent pas que Le Monde. Et tu as beaucoup de gens qui font leur outing à ce moment-là. En France. En France. Très important de spécifier entièrement en France, je suis entièrement d'accord avec toi. En Allemagne, ça commence. La France sort de sa bulle à ce moment-là. Pour s'y renfermer après. Voilà. Et cette décennie-là, elle correspond en France aussi à un autre moment. C'est qu'il y a une ouverture sur le monde, post-guerre froide, qui est aussi un moment européen, où on va regarder ce que font nos voisins. C'est le moment, par exemple, où Albrecht Sontag arrive à l'ESCA et va justement proposer énormément de textes. C'est là où on voit un regard extérieur arriver sur notre sport. Et c'est le moment aussi, où c'est le troisième moment, c'est le moment économique du sport français avec la réforme de la Ligue des Champions, l'arrêt Bosman. Et on est dans cette bascule-là. Et j'ai l'impression que cette décennie-là, elle fait bascule justement pour l'étude du football, parce que ça devient un objet économique, alors qu'avant on n'en parlait pas, ou on en parlait uniquement quand ça s'effondrait. On ne se posait jamais la question des droits télé à ce moment-là. Ça devient un objet académique parce que des universitaires qui le regardaient disent « Ah mais attends, on peut peut-être écrire dessus ». Et derrière, ça devient un sujet politique parce que du jour au lendemain, alors il y a le mythe de la France Black Blamber, mais il y a aussi cette rupture-là qui consiste à dire « Oh, on peut s'en servir ». Beaucoup plus qu'avant. Et JB, il y a un enjeu aussi très important de réduction des budgets des universités et un enjeu sur les postes très important où chacun doit trouver un nouveau champ de recherche, un nouvel objet recherche qui va permettre de légitimer les subsides publics et les champs de recherche. Et c'est à ce moment-là, et moi c'est à mon avis mon principal reproche qu'on peut adresser à la recherche française sur ce sujet-là, c'est qu'elle est tellement liée aux institutions qu'elle devient incapable d'enquêter dessus, incapable d'écrire dessus sur les institutions, et elle s'intéresse à des choses extrêmement marginales en réalité. Ça c'est bon, ça c'est un autre sujet, on pourra le aborder éventuellement, mais c'est l'idée qu'effectivement en 98 on ouvre, mais pour finalement faire la même chose qu'on faisait ailleurs, ce que finalement n'importe quel bon journaliste anglais, n'importe quel bon journaliste espagnol ou italien faisait aussi bien qu'un chercheur en sciences sociales en France. Quand on regarde les publications, en réalité, pardon, là je vais me faire encore des copains, mais alors, j'ai pas tout lu, hein, vous m'excuserez, j'en ai lu une bonne partie pour ma recherche. En histoire, en sociologie, en France, le niveau est finalement assez faible. Assez faible parce que tu pars avec quasiment 20 ans de retard, tu lis pas ce qui se fait ailleurs,
et tous les colloques en fait qui sont consacrés au football, que ce soit en philo, on n'a jamais pour cause, mais en sociologie, en histoire, commencent tous par, en France, je le répète, par pourquoi le football n'est pas un objet légitime. Ça fait 30 ans qu'on dit ça. Ça fait 30 ans qu'on se plaint du fait de ce que tu as dit tout à l'heure, JB, c'est-à-dire le football n'est pas un objet légitime. Oui, mais heureusement, il y a 98, ça fait 30 ans qu'on répète la même sauce, alors qu'en réalité, il n'a qu'à se pencher pour se rendre compte que le journalisme lui-même international, et je ne parle pas du journalisme français, a traité ces sujets-là. On parle souvent des athlétiques ici. C'est d'une qualité bien supérieure à n'importe quelle publication universitaire française. Et quand on lit les publicités, je pense à Pascal Boniface, je cite plus parce que je tire sur l'ambulance là. Les sources qui sont citées quand ils parlent de football, c'est toujours l'équipe en fait. Quand tu regardes le travail sur lequel les sources qu'ils utilisent sont en fait des sources journalistiques très de seconde main, et ils ont très peu accès en réalité au milieu même du football. Je pense aux gens qui travaillent sur les agents, je pense aux gens qui travaillent même sur le milieu du football professionnel, et certainement à tort. Le football professionnel se ferme, mais certainement à tort. Mais ce qui fait que le niveau de la recherche est en fait assez bas parce qu'il tape un peu à côté. Et tu te retrouves qu'en histoire, en JB, moi j'ai pas vu de publication vraiment. Par exemple, l'histoire de la Coupe d'Europe qu'on a racontée là, qui est un vrai sujet, c'est un vrai sujet historique, il n'y a pas de doute là-dessus, personne s'est intéressé à ça. Alors que c'est un truc français, c'est invraisemblable que ça vienne d'un groupe de journalistes espagnols, du SoFoot espagnol, qui m'appellent, qui me disent ça, et ils me mettent ça dedans, et c'est eux qui sont allés sur le site de la BNF, mais ils l'ont fait en une semaine. Mais c'est peut-être aussi du fait que l'absence de concurrence de la presse sportive française, ou de concurrence durable, ne pousse pas non plus, en fait, si tu veux, à l'excellence. C'est-à-dire que sur la presse écrite, dans tout ce qui est raconté, tu as l'équipe qui est là, qui bon an mal an, en fait, si tu veux, se maintient. Il n'y a jamais vraiment eu... oui, je suis complètement d'accord, mais je te dis bon an mal an, en fait, si tu veux, se maintient. Et le reste, il n'y a que soit du sensationnel, donc tout ce qui est site de rumeurs de transfert, ou de l'instantané, en fait, si tu veux. Mais si ça allait avec un progrès de la recherche en même temps. Oui, Alors, oui, tout à fait. Mais en fait, si tu veux, c'est que personne ne réfléchit. De publications renversantes. Mais personne ne réfléchit le sport. Quand tu regardes Thibaut, historiquement, on n'a pas, ne serait-ce même au niveau des entraîneurs, on n'a pas vraiment de courant de pensée français sur le foot. On est connu pourquoi. Il y a eu Georges Boulogne avec tout ce qui est, mais ça relève plus de l'organisationnel, en fait, si tu veux. L'INF Vichy, les centres de formation, l'INF Clairefontaine, c'est plus de l'organisation, de la logistique. Il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas d'histoire de formation. Sur la formation, on est d'accord. Alors qu'il y a des centaines de choses à dire sur la formation. Sauf que personne s'y est intéressé parce que c'est un sujet trop sulfureux et qui pourrait mettre en cause éventuellement les subventions ou le financement de ces travaux de recherche. Tu vois, c'est marrant. J'en parlais ce matin avec mes étudiants et il y en a une qui me posait la question justement de savoir comment on pouvait connaître l'histoire du système de formation à la française. Et on a regardé, je lui ai dit écoute, allons chercher. Et tu te rends compte que... Il y avait un numéro de SoFoot dans les années, je les ai tous, dans les années 2006-2007, il y en avait un numéro qui était justement consacré à Georges Boulogne. Mais c'est une des seules choses que j'ai vues, sinon c'est du bouche à oreille, en fait, si tu veux. T'as le bouquin de Thibaut. Mais sinon... Oui, non, mais on est d'accord. En dehors de football à la française... Ce que j'ai fait 2016, c'est très, très lacunaire, ça me manque de beaucoup de choses, mais c'est à cette occasion que j'ai découvert que les archives de Georges Boulogne n'étaient même pas à la Fédé, elles sont cachées dans l'atelier Sherpa, dans l'université d'Artois. Elles ont été déménagées là-bas. Personne s'y est intéressé. Et ces gens-là, je pense à Sherpa, mais je pense à d'autres, parce que j'ai eu une expérience assez malheureuse avec eux, ils sont financés par l'argent public. Les archives, elles sont dans leur cave. Pourquoi ils les ouvrent pas ? Ça, c'est un autre souci. C'est-à-dire que les sujets d'ampleur, c'est pas un truc d'historien français. Des publications sur le football de la Première Guerre mondiale, sur les anciens combattants, etc. Ça, on en a à l'appel. Franchement, ça n'apporte rien. Là, pour le coup, c'est de l'histoire folklorique, quasiment. Ouais, bien sûr. Alors, je peux comprendre que tu as accès peut-être à des sources, c'est peut-être un peu rigolo à faire, mais ça apporte quoi au débat public ? Ça apporte quoi à la connaissance, en fait ? Tu prêches un convaincu, c'est pour ça que je ne suis pas allé plus loin, moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le côté... Mais moi, pour les mêmes raisons. Moi, j'ai pas eu de financement pour les mêmes raisons.
Mais Thibaut, c'est parce qu'en France, dans le foot, on est surtout sur l'histoire de l'anecdote, en fait, si tu veux. On est sur l'anecdote pour des raisons simples, qui sont des raisons politiques. C'est-à-dire que l'anecdote, ça fâche personne. Commercial aussi, je pense. Ça fâche personne, mais c'est pour la même raison, parce qu'il faut le financer. Parce que la recherche est financée par l'argent public. Donc, T'as aussi l'effet universitaire qui consiste à aller sur le localisme, sur des micro-sujets, parce que ça t'évite de faire une histoire générale qui monte tes lacunes, donc tu te fais pas attaquer. Tu trouves des financements plus facilement. Tu trouves des financements plus facilement. Et objectivement, moi j'ai un énorme problème, par exemple, quand j'ai à travailler sur le sport en France, c'est pour ça que je le fais très peu, c'est qu'il n'y a rien qui soit qualitatif. Avec tout le respect que je peux avoir pour ceux que je connais, que j'apprécie, qui sont des potes. Hein. Ceux-là, je sais comment ils bossent. J'en ai plus beaucoup des potes dans mes... Mais j'ai vu aussi ce que ça donnait. Et il y a aussi un dernier travers qu'il faut noter. Il y a l'un des problèmes du sport français, c'est l'usage de la sociologie systématique. C'est-à-dire que ça a empêché d'autres disciplines de s'intéresser à certaines choses. Quand tu vois ce qui est écrit sur les supporters, par exemple, il n'y a pas d'histoire du supporterisme français construit qui soit pas passé par le prisme sociologique. Et c'est pas les mêmes manières de faire, c'est pas les mêmes manières de construire le truc. Et c'est par contre des financements sur la sociologie des tribunes, les chaires d'université sur la sociologie des tribunes, participer à des commissions, participer à des énormes usines à gaz comme peuvent être l'instance de représentation du supporterisme avec des experts dont on ne sait pas tellement comment ils sont, sur quelle base ils sont nommés. Les interlocuteurs qu'on reconnaît tous, vous les connaissez tous, Nicolas Urcal, Ludovic Lestrolin, Pierre Barthélémy, tous ces gens-là vont pas me bloquer. Il en manque un, Sébastien Louis. Ce sont c'est les quatre mousquetaires qu'on retrouve toujours dans toutes les organisations, toutes les instances qui sont censées à la fois représenter les supporters, pourquoi pas, dans le cas de Pierre Barthélémy, ça semble plus légitime, et en même temps représenter la recherche de football de manière générale. Alors ça, c'est toujours un peu mystérieux, sur quelle base, on ne sait pas, et en tout cas reconnu pour leurs compétences. C'est la formule qui est écrite dans l'arrêté. C'est comme sur le financement du foot en France. Hein. Enfin, écoutez, moi, dès qu'on veut chercher en fait, sortir des sentiers battus, savoir comment fonctionnent les clubs, où vont les subventions, quel est le business plan des clubs, les comptes, rien que les comptes des clubs, il n'y en a que des comptes en fait, si vous voulez, agglomérés qui sont publiés par la DNCG. La DNCG, elle ne publie pas ses décisions. On n'a absolument aucune idée de sur quoi elle se base. Alors, c'est une institution formidable, mais elle n'est jamais vraiment comptable de rien, et personne n'écrit dessus, en fait. Personne n'écrit dessus, parce que si tu critiques la DNCG, tu critiques forcément la fédération, tu critiques la Ligue, et tu critiques la Ligue, tu n'auras plus accès à rien. Donc, en fait, les seules personnes qui font, grosso modo, l'histoire, entre guillemets, financière des clubs ou des institutions qui contrôlent les finances des clubs, c'est des gens qui vivent un peu, en fait, si tu veux, de cet écosystème. Tu peux même aller plus loin, qui vivent de cet écosystème. Donc, en fait, si tu veux... Non, mais moi, quand j'ai fait des recherches, c'est vrai que c'est un peu frustrant, en fait, si tu veux. Alors que moi, qui suis pas mal... dans tous nos domaines. Qui suis pas mal le foot anglais, tu as accès à absolument tout. Absolument tout, jusqu'à ce que Wrexham paye en boisson. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, je ressens en fait votre frustration et le manque de documentation, donc de travail sur l'histoire en fait. Donc le problème décisionnel, on le voit là, le cas typique est la question de la doctrine de maintien de l'ordre dans les tribunes. On voit bien qu'on est dans une impasse. On répète toujours le même modèle. Ou le choix de faire entrer ces WC dans le foot français. Oui, le choix de faire ces WC sans enquête plus précise. Non, mais attendez, mais attendez les amis, ou le choix de laisser John Textor reprendre l'OL Group, Gérard Lopez reprendre le LOSC, parce que personne en fait... Alors, je vais pas dire que personne ne nous informe. Enfin, c'est pas on n'est pas là pour faire. Enfin, cet épisode, en tout cas, n'est pas là pour faire le procès du journalisme, mais quelque part un peu aussi, en fait, si tu veux, parce que c'est le journalisme qui fait l'histoire, et le fait est qu'il est très, très, très incomplet. Alors, j'ai du respect pour lui, mais c'est pas normal que Romain Molina soit le lanceur d'alerte français, en fait, en tout ce qui est financier. J'ai beaucoup de respect pour lui. Enfin, ça vient d'un phénomène qui est propre, pas propre à la presse pour le coup, qui est propre à ce qu'est le sport français. C'est le phénomène du cordon sanitaire qui a été dressé autour du sport, qui a évité aux gens du sport de sortir du sport
et éviter aux gens de l'extérieur du sport de rentrer dans le sport. C'est l'idée qu'on en va en faire une affaire de spécialistes, ce qui va nous permettre de nous débarrasser des mauvais historiens, des mauvais sociologues, des mauvais philosophes qu'on va mettre là-dedans. Ça, ils ont trouvé un champ de recherche, ils sont contents. On va leur donner quelques sous, mais on est sûr pendant ce temps-là qu'ils vont pas faire de la mauvaise recherche ailleurs. Et les bons chercheurs et les bons journalistes, je me mets dedans, je me mets dans les mauvais, n'hésitez pas, allez-y, insultez-moi. Et les bons, Faites-moi mal. Prends du plaisir, les bons journalistes, les bons chercheurs, ceux-là vont se piquer de surtout ne pas s'intéresser au sport. Ce qui fait que, et c'est pareil dans les rédactions. C'est-à-dire que les bons journalistes, les gens qui ont fait les bonnes écoles, les bonnes études, qui écrivent bien, qui s'intéressent, ils vont surtout ne pas s'intéresser au sport parce que ce serait une manière de dégrader, même s'ils vont se piquer de temps en temps, dire oui, moi j'aime bien le PSG, etc. Mais plus par courtisanerie, mais en réalité leur intérêt est secondaire pour le sport. Comme un peu à l'origine, je veux dire, c'est pas typiquement nous, c'est pas très nouveau ça. Mais simplement le phénomène que ça engendre, c'est que à force de trop séparer le savoir et de le morceler, on l'a appauvri. Et il eût fallu peut-être que des gens un peu moins connaisseurs de football s'intéressent, par exemple la Cour des comptes, par exemple les grands cabinets d'audit ou autres s'intéressent d'un peu plus près au fonctionnement de la DNCG, par exemple. Et pas simplement nommer un type de Deloitte qui va être là-dedans, on va lui foutre la paix, Micheler, il va nous foutre la paix, on va le mettre là-dedans. On sait pas, moi je connais pas, je sais pas quelle est sa carrière à lui, je sais pas quelle est la valeur. Non, il est brillant. Lui, il est brillant, mais il est tout seul. Il est seul. Voilà, c'est ça. Il n'a pas non plus les outils en fait pour faire parler, mais c'est quelqu'un de brillant. Voilà, le problème c'est que on a tout séparé et que moi je rêve d'avoir des gens qui osent s'intéresser à des grands écrivains ou des grands auteurs ou des grands sociologues, des grands chercheurs, des Hartmut Rosa, des gens qui vont nous parler de, même s'ils connaissent pas bien le football, je sais pas, qu'ils fassent un stage pendant un mois, tu vois, il n'y a pas besoin non plus d'en faire trop longtemps, et puis au bout d'un mois, c'est comme les résidences d'écrivains, tu les mets dans les clubs ou autres, et tu leur dis, bah vas-y, écris-moi un truc, t'as passé un mois là, dis-moi ce que t'as vu, quoi. Ou enquête, et dis-moi ce que t'as vu. Ça serait intéressant, mais ça, on ne veut pas le faire. On ne peut pas le faire des deux côtés. Un, parce que c'est un intrus, tout ce qui vient pas du sport et du football, on se considère comme des intrus. Et les autres, parce qu'en plus, ça les ferait descendre un peu dans la hiérarchie académique. Et qu'ils feront ça en fin de carrière, éventuellement écrire un livre sur le football en disant que c'est formidable. Mais ça s'arrêtera là. Et on n'est pas sorti, en fait, de ce cordon sanitaire-là. On a d'autant plus de mal en France qu'on a séparé vraiment le sport du reste de la société. Je suis d'accord avec toi sur l'idée d'entre-soi et sur le fait que il y a une sorte d'unanimisme qui est lié à la construction même de ces milieux. Les uns sont tenus par le business, les autres sont tenus par des cordons d'intérêt. Et quand tu arrives de l'extérieur, et c'est mon cas, tu es toujours regardé comme un intrus parce que tu peux perturber l'écosystème et donc on essaie de t'y faire rentrer. Et quand tu n'y rentres pas et que tu continues à essayer de t'y intéresser autrement, tu te fais facilement taper dessus. Et c'est assez surprenant parce que j'ai pas l'impression que ça fonctionne de la même manière ailleurs. On est vraiment dans une logique de captation de l'information, des rapports de pouvoir et des financements qui vont avec, qui fait qu'il ne faut surtout pas en parler. Et ça a été l'objet d'ailleurs du rapport qu'a sorti Marie-Georges Buffet sur l'état du sport français, et ça fait partie des recommandations. Ouvrir. Faire péter. Il a été une des meilleures ministres des Sports en fumant 2 paquets de clopes par jour en arrivant et en sachant pas ce qu'est un penalty. Non, mais c'est marrant, sur l'ouverture. C'est drôle. Tu sais que la meilleure chance finalement du sport français, c'est d'avoir une ministre communiste dans un moment où on considérait le sport autrement, et elle arrivait avec une vision qui n'était pas du tout une vision qui était celle de l'écosystème. Et ça marche, hein. Parfait. Eh ben, écoutez, je vous propose, à moins qu'il y ait l'un de vous qui veuille rajouter quelque chose, que ce soit le mot de la fin. Non, personne? On bascule sur les recos? Non, je pense que c'était assez. Très bien. Oui, tout à fait. Eh bien, basculons sur les recos. Thibaut. Bah évidemment, le dernier épisode de Brassal et Ténégro, dont j'ai parlé tout à l'heure, sur qui a inventé la Coupe d'Europe. C'est toujours en espagnol, donc si vous êtes toujours nul en espagnol... Tu fais les mêmes recommandations toutes les semaines maintenant? Bah non, mais il vient de sortir en fait, il est sorti ce week-end, il est sorti samedi, donc c'est pour ça que, comme j'en ai parlé tout à l'heure, j'en parle là, il le mérite, c'est vraiment de grande qualité. Alors, on me l'a pas demandé, mais je vais quand même le dire, ça fait partie de mes résolutions 2024, c'est me remettre à l'espagnol. Voilà. Bah vas-y David, enchaîne, on va changer l'ordre. Non, JB, si tu veux. Écoute, moi je vais pas me mettre à l'espagnol, je me suis mis au basket, qui est un sport où tu commences à avoir des choses intéressantes qui arrivent, notamment des traductions d'assez bonne facture.
Et Lazenby, qui est le spécialiste des bio de basket, a sorti en même temps aux États-Unis et en France, c'est une première, son Magic. Et bah, c'est simple, hein, c'est aujourd'hui le meilleur livre de sport disponible en langue française, sorti cette année. Très bien. Magic, Roland Lazenby, c'est ça? C'est sorti chez Talent Sport et honnêtement, c'est les 10 premières pages, tu as plus de qualité dans les 10 premières pages là que dans tout ce que je vais écrire cette année. Bon, ça, c'est pas un problème, mais dans tout ce que j'ai pu lire. Très bien. David? Un jour, on parlera de l'édition de sport aussi. Un jour. Alors moi, je lis beaucoup de livres anglo-saxons en fait sur le foot anglais et je me régale. Voilà. D'ailleurs, je ferai un top 10 un jour. Mais, et vous voulez pas qu'on fasse un top 10 de Noël pour 11e art? On peut faire ça, ouais, carrément. On peut faire ça. On le fera. On va pas le faire maintenant, on le fera en off si vous voulez, et puis je le mettrai ensuite sur les réseaux. Oui. Alors, moi, je sombre France 2. Série en 6 épisodes sur Dino Scala, donc, enfin, ce qui est pas appelé Dino Scala, sur le violeur de la Sambre. C'est un peu lent, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bien ça. Alors, pour avoir grandi pas très très loin, ça retranscrit parfaitement l'atmosphère en fait. Et non, mais c'est une plongée un peu dans les dysfonctionnements de la police-justice et la difficulté que. C'est original. On a longtemps eu à donner de la crédibilité à la parole des femmes. Donc voilà, non, c'est vraiment bien. C'est très très bien joué. Très bien. Mon père a bossé dessus, écoute, donc je me suis tapé de retaper. Je crois que ton père était le violeur de la Sambre, j'ai un peu peur. Mais... Non, mon père n'est pas Dino Scala encore, mais vraiment. Mon père a pris 20 ans. Non, il a bossé dessus, du coup je me suis tapé de refaire toutes les communiqués de presse et les revues de presse avec lui, donc en effet c'est pas mal. Et bah tu lui féliciteras parce que c'est vraiment vraiment bien. Très bien, bien fait, je passe le message. Et moi je vais terminer avec une petite recommandation The Athletic parce qu'il n'y en a pas eu encore eu cette semaine, avec un artiste de Simon Hughes qui est sorti la semaine dernière sur Quincy Promes, qui est notamment accusé d'avoir poignardé la cuisse de son cousin. Voilà, par exemple, ça commence par ça, et puis toutes les affaires de trafic de drogue aussi, puisqu'il est visiblement de mèche avec des gros barons de la drogue hollandaise. Quincy Promes qui s'est donc réfugié en Russie, qui joue pour le Spartak, CSK, le Spartak, et qui d'ailleurs qui ne compte pas l'extrader d'ailleurs. Je pense que non, qui mène une vie tranquille en Russie, alors il a un mandat d'arrêt évidemment. Ouais. Et en plus, non mais c'est assez intéressant parce que ça montre que la porosité entre foot professionnel et criminalité est quand même assez ahurissante. C'est là où j'allais. C'est le titre de l'article qui parle de la criminalité justement. C'est un super article. Encore une fois, on met beaucoup en avant The Athletic, mais qu'est-ce que j'aimerais lire en fait un article de cette qualité dans la presse française. C'est un gros article. Qu'est-ce que j'aimerais avoir, un média c'est exceptionnel. Vraiment, cet article, il est très 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 costaud. Bah ouais, il est bien foutu, ouais. Tout est super. Voilà, messieurs, merci beaucoup pour votre participation à ce 11e épisode du Comex. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à déjà vous abonner, mettre les petites cloches, éventuellement mettre des petites étoiles si vous êtes sur Spotify ou les plateformes d'écoute. C'est pour moi les étoiles. Like. C'est pour toi. Et aller insulter Thibaut parce que c'est pour ça qu'il fait le podcast. Mais... L'idée c'est créer de l'activité sur le compte de Twitter de Thibaut. Non mais même sur celui de 11e art, ça te dérange pas. N'hésitez pas à réagir à tout ce qui a été dit. N'hésitez pas à réagir. Comme ça je trouve que JB a été beaucoup plus trash que moi là cette fois-ci. Moi je me suis retenu. Mais moi j'ai pas. Disons que tu lui as fait dire ce que tu voulais pas dire. C'est pas pareil. Ouais, mais je parle toujours des mêmes donc. C'est vrai. Bon, mes gars, merci beaucoup en tout cas. Et nous, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Salut. Ciao.